pendant la guerre, pendant la résistance. Comment? Votre parcours pendant la guerre, dans la résistance, comment vous avez commencé Comment j'ai commencé? Ben écoutez, on en avait un peu assez les boches sur le dos. On se demandait bien ce qu'on pourrait faire. Et moi comme les autres, parce qu'il y avait eu toutes les cérémonies. J'étais à Fénelon, mais Fénelon était occupé par les Allemands. À Boîtier, on avait les pensionnaires des petites classes ne pouvaient pas loger sur Fénelon. Mais presque toutes les écoles étaient prises. Le lycée Jeanne d'Arc, il y avait des morceaux de Jeanne d'Arc un petit peu partout. À l'école de commerce, par exemple, et ailleurs. Et pour Fénelon ne pouvait pas loger ses pensionnaires. Les petites classes allaient loger au Bon Pasteur. Et elles allaient manger, et les demi-pensionnaires dont je faisais partie allaient manger au Bon Pasteur. Donc on avait des cours normaux dans les classes, pas partout bien sûr, puisque on n'avait plus que la moitié de l'établissement. Mais ça a changé, ce côté. C'est fou. À Fénelon, on avait un morceau de Tirtaine. Et il y avait Fénelon, il y avait la cour, il y avait un jardin avec un jardinier, il y avait un pré avec une vache très maigre. Et maintenant, c'est la faculté qui est là. Il y avait... On pouvait jouer au ballon dans notre cour, mais le ballon pouvait aller dans la propriété à côté. Et c'était une propriété, paraît-il, au Rougan de Chanteloz. Je ne sais pas qui c'était et qu'est-ce qu'ils comprenaient, mais enfin, ils avaient une villa dans ces coins-là. La même chose pour l'école de... Qu'est-ce qu'il y a en face, l'école? Je ne sais pas, de droit. Je crois que c'est du droit qu'il y a en face du Fénelon actuel, en face du jardin de Coq. Et alors, à midi, on nous emmenait, une religieuse nous emmenait, un beau rat qui partait dans tout le cours Sablon et qui allait par les petites rues au Bon Pasteur, qui était rue du Bon Pasteur, comme il se doit. Vous n'avez pas connu la directrice de Fénelon, Madame Taillandier? Non, elle était de Sébaza. Oui, elle était de Sébaza, oui. C'est un peu pour ça qu'on a dû me mettre à Fénelon. Ouais. Non, mais elle était décédée à ce moment-là. Et même, il y avait une demoiselle Parouti aussi qui avait été directrice de Fénelon et qui était décédée. Et la nôtre, c'était Mademoiselle Murat. Quand je suis rentré, c'était... Alors, à ce moment-là, elles n'étaient pas en religieuse. Séparation de l'Église et de l'État. Alors, elles étaient en costume. Elles étaient en costume normal, c'est-à-dire en général très moche. Et alors, mais à ce moment-là, il y a eu Pétain. Et Pétain leur a permis de se rhabiller. Alors, quand elles nous emmenaient au Bon Pasteur, elles étaient
avec les cordettes. C'était les débuts. Et on avait des copines qui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on fait toujours le même trajet? On essaie de trouver des distractions. Alors quand on passait devant l'état-major, on appuyait, il y en avait une qui appuyait sur les boutons, et puis on voyait sortir un soldat en costume qui ne soupçonnait pas cette rangée bien sage avec cette religieuse qui les conduisait. Et puis alors tout le long du cours Sablon, il y avait des abris. Le trottoir était assez large, alors il y avait un abri. Je me rappelle y être allé une seule fois. Une alerte, tout le monde sort, on va s'installer dans ces abris. Il y a des souterrains avec des endroits pour s'asseoir. Et on attend que l'alerte soit finie pour ressortir. Et comment vous avez commencé alors dans la résistance? Alors j'ai commencé dans la résistance quand j'étais à Blaise Pascal. Et vous aviez quel âge? 17 ans. 17 ans? 16 ans, 17 ans. Et quand j'ai commencé dans la résistance, garçon d'un côté, fille de l'autre, parce qu'on voulait, je sais pas, quand on avait nos... C'est-à-dire qu'on ne descendait pas dans la cour. Si, on descendait dans la cour, bien sûr, puisqu'on allait aux toilettes. Ah, les toilettes. On n'allait pas à celles des garçons. On allait à celles qui étaient dans le bâtiment administratif. Et on avait... Mais vous connaissez Blaise Pascal? Actuellement, non. Il y a une cour, et puis un peu plus haut, la cour d'honneur qui était vers l'horloge et tout ça. Et puis, alors les garçons étaient où ils voulaient, dans la cour, mais les filles avaient une pièce qu'on appelait le JDC, qui servait de... On mettait ce qui servait de vestiaire. Et puis si on n'avait rien à faire, on pouvait aussi y rester. Il n'y avait pas de fenêtre. Une fenêtre peut-être qui donnait sur la rue Abbé Girard, mais elle n'éclairait pas beaucoup, c'était très sombre. Et là, on pouvait laisser nos affaires. Et il y avait la clé des toilettes. Alors quand on descendait de notre deuxième étage, on prenait la clé et on allait dans le bâtiment où il y avait donc toute l'administration. Et Et alors bien sûr, j'avais des amis et on parlait. Des amis, mais je ne sais plus ce qu'il y a eu. La première année, j'avais des camarades qui venaient d'un peu partout et qui étaient boursières en général et qui avaient le droit de prendre leur repas à Jeanne d'Arc. Mais la deuxième année, c'était après le franchissement de la ligne là, et les Allemands étaient partout. La deuxième année, et les Allemands, c'était là où ils avaient pris les emplacements pour eux. Donc, Jeanne d'Arc ne pouvait plus les recevoir. Il a fallu qu'elle se débrouille autrement. Et à un certain moment, on s'était dit, après tout, faire de la gymnastique, ça serait intéressant. On pourrait essayer de demander à faire de la gymnastique. Et on avait un prof de gymnastique
qui nous avait fait quelques cours de gymnastique. Et puis le temps avait passé, et ce professeur de gymnastique, il avait peur des bombardements. Donc il ne voulait plus habiter Clermont. Et il habitait Brassac-les-Mines. Et il avait peur que les Allemands lui prennent son appartement. Alors il nous a dit un beau jour, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait occuper d'autres appartements? Et j'ai 4 de mes copines qui ont dit on pourrait s'y mettre, puisque justement ils cherchaient. Donc à ce moment-là, il y en a 4 de nos camarades qui louent l'appartement du père, je ne sais plus comment, et cet appartement, c'était en face de l'école de commerce, ou à peu près. Avec l'école de commerce, il y a une école primaire. Et bien, c'était juste en face. C'est là où il y a une petite rue qui prend et qui va jusqu'à Notre-Dame-du-Port. Et son appartement était là. Une grande maison avec un balcon. Et à 4, elle s'installe à cet endroit-là. Et moi qui avais eu l'autorisation, je ne sais plus où je mangeais. J'avais mangé d'abord je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait la Bonne Garde et il y en avait un autre endroit où on abritait les jeunes filles. Le foyer Notre-Dame. Alors la première année, j'avais mangé au foyer Notre-Dame. La deuxième année, je mangeais au lycée. Et on avait... Eh bien, je crois qu'on nous a mis dans la salle où mangeaient quelques professeurs. On ne nous a pas mis dans le réfectoire des garçons. Et on était pas mal. On mangeait, c'était déjà ça. Oui, c'est toutes les histoires de la guerre, tout ça. Et comment vous êtes entré en résistance Alors, un beau jour où je me bavardais, une ou deux de mes amis ont dit tu vois, de ne pas venir avec nous, on a un groupe où on aide les maquisards. Alors, c'était plutôt des communistes. Mais on prend ce qu'on trouve. Et il y avait Marinette Petit, qui était de Clermont. Marinette Petit qui a épousé Maurice Petitjean. Je ne sais pas si c'est les noms qui s'attirent. Il y avait Suzanne Brun, il y avait Annie Blanchard, et puis il y en avait 2 autres qui avaient aussi loué l'appartement, mais qui ne faisaient pas de résistance. Mais enfin, moi je pouvais aller les retrouver. C'était pas loin, entre le lycée et la gare, donc c'était bien. Mais on avait autre chose, c'est que Suzanne Brun, pendant ses tractations, elle avait trouvé une chambre. Alors, elle la passe à une autre, je sais pas qui, je sais pas qui l'a eu, cette chambre. Et ce local, il était rue Blatin. Alors, rue Blatin,
à peu près en face de Damar. C'est pas Damar qui est là? Si, je crois. C'est avant la petite place. Alors, il y avait, dans les chambres d'étudiantes, à cette époque-là, c'était des chambres de bonnes. Alors, on avait donc cette place rue Blatin. Et c'est là qu'il y avait Jacqueline Vaux aussi qui était très active. Jacqueline Vaux et sa sœur. Et Jacqueline Vaux, elle avait son père elle était de Pont-à-Mousson. Et de Pont-à-Mousson, elle était venue à Clermont avec son père. Et son père, qui était ancien instituteur, et ils avaient un appartement pas loin de l'école supérieure, par là, dans les coins, un bout de Tirtaine. Il y a un morceau de Tirtaine à cet endroit-là. Et en quoi consistaient vos actes de résistance? Eh bien, on imprimait des tracts et on les distribuait, on les fabriquait de temps en temps, ou alors on nous les fournissait et on les polycopiait. Et on n'avait pas de polycopieuse, bien sûr, comme aujourd'hui. On avait un duplicateur. Et le duplicateur, ça va pas bien vite. Et le duplicateur, c'était un espèce de machin carré avec on mettait de l'encre dessus, un petite étoffe légère dessus, un rouleau qu'on passait dessus. Alors c'était quand même assez long. Et puis on ne nous avait pas donné quelque chose de tout neuf. C'était quelque chose qui était usé. Il fallait être deux, une pour tenir le petit tissu et l'autre pour actionner le rouleau. Et que contenaient ces textes? Il doit y en avoir quelques-uns qui m'ont resté. C'est des derniers, bien sûr. Et ils incitaient les jeunes à ne pas aller au SCO. Et on disait des fois, quand il y avait eu des choses, des actions qu'avaient fait les Allemands et dans lesquelles ils donnaient la responsabilité aux maquis, on rétablissait la vérité. Et vous y imprimez dans vos chambres? Hein? Vous y imprimiez dans vos chambres? Non, dans ce local. Dans ce local? Dans ce local de la rue Blatin. Et vous avez jamais eu de problème? Non. Non? Non. Parce qu'il y avait quand même des risques à distribuer des tracts. Oui. Dans les boîtes aux lettres. Oui, on ne les distribuait pas, on ne les donnait pas aux gens, on les mettait dans... Enfin, on faisait ce qu'on pouvait dans les boîtes aux lettres. C'est ce que vous mettiez dans les boîtes aux lettres? Oui. Ah oui, c'était quand même... si on vous avait attrapé avec ces papiers à la main, c'était quand même un peu dangereux pour vous. Ah ben vous êtes bien. Oui, peut-être bien. Mais on essayait bien de ne pas se faire voir. Oui. Et à chaque fois, vous en aviez beaucoup sur vous, vous aviez beaucoup de papiers, de tracts. Mais pas tout à la fois. Bon, un envahisseur hitlérien. Oui, bah, c'était... C'est net. C'était quand même très clair, c'était très bien comme message. Là. Ben oui. Il fallait bien que ce soit clair. Ouais.
Et puis alors, il y avait aussi des valises à aller chercher à la gare. Quelqu'un avait enregistré, on ne savait pas où, on nous donnait le papier et on allait le récupérer. Et la valise, vous la donniez à qui? On l'a laissée dans le couloir, dans un couloir. Donc vous ne saviez pas qui venait la récupérer. Elle partait, Ouais. elle partait. Et vous avez fait ça pendant toute la guerre? Oh non, et non, parce que c'était être à la fin, ça. Et vous aviez alors à cette époque 16-17 ans? Ben oui. Et personne de votre groupe a eu de problème? Non, Non. non. Et dans notre groupe, je ne sais pas jusqu'à quel point il y avait Lanzmann. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Parce qu'il en raconte un peu dans son livre où il raconte des histoires de sa jeunesse. Et Lanzmann, on se méfiait parce qu'il parlait beaucoup. Annie Blanchard m'avait dit, oh, il y aurait bien Lanzmann, mais Lanzmann, il parle beaucoup. Mais parce qu'il y avait des juifs avec nous. Il y avait Aaron. Aaron, c'était le neveu du philosophe. Il y avait Annie Lang. Il y avait, je sais plus leur nom. Enfin, il y en avait 3 ou 4 qui avaient des noms juifs. Et qui n'ont pas eu de problème. C'est des questions de chance. Un jour, j'étais dans le train et j'avais des tracts dans ma sacoche. Il y avait des Allemands dans le train, on était debout en général. Et puis alors, mon petit cartable, je l'avais mis dans le filet. Et puis, à un moment où il y a eu je sais pas quoi sur le train, ça a fait un choc, mon machin est tombé. Heureusement, il ne s'est pas ouvert. Il y a un Allemand qui a ramassé le petit et qui l'a rendu gentiment. Si c'était ouvert, je ne sais pas, il n'aurait peut-être rien vu, parce que ils ne sont pas toujours... Donc vous avez connu après la libération de Clermont? Il n'y a rien eu à la libération. Parce qu'on l'attendait. Et alors on s'était réunis parce qu'on s'était dit, il va y avoir certainement des blessés, il va y avoir des choses. Il faut penser à des points où on pourrait soigner les blessés ou les gens. Alors on avait repéré des endroits parce que les Allemands avaient pris tout ce qu'il y avait à prendre. Là où on vendait des journaux, n'importe quoi. Alors on avait un peu repéré dans notre tête. Mais on s'en est pas servi parce qu'ils sont partis. Et on avait fait une réunion, alors cette fois-ci en dehors de Clermont, dans une rue qui existe plus, enfin c'était un chemin, et elle est du côté de Jeanne d'Arc, et en allant sur Chamalières, il y a un endroit où ça doit toujours exister, une barrière de train. Ça doit y être encore. Et c'était par là qu'on s'était réunis. Et vous aviez connu Marie-Lou, qui était boulangère à Montferrand, qui était Non. de Sébaza? Non. Vous n'avez pas connu? Non. À Sébaza, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais il y a eu des gens qui, comme moi, je pense à Sauvestre, qui était dans le chemin de fer. Alors là, il a pu faire de la résistance. Et oui, la libération s'est passée tranquillement, puisque
on n'a plus qu'à faire une procession, qu'à faire un défilé, et les Allemands étaient partis. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs des bombardements? Un peu, Clairement. si je crois, oui. Un jour, j'avais dû coucher chez Boulevard Truden, là, dans cet appartement, pour aller à une promenade le lendemain, je crois. Eh bien oui, il y avait quand même des promenades pour nous. Et il y a eu un bombardement. Alors on était au balcon et on regardait tous les gens qui allaient dans les abris. Mais c'était quand même loin de nous. C'était probablement sur Michelin, Ouais, sur Catarou sur Catarou. et autour d'Olna. Et Et autour d'Olna, l'aéroport. Et vous avez des. il y a eu cette fois, mais c'est tout. Et vous avez des souvenirs de militaires particuliers? Non. 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 De quelques chefs militaires ou de la résistance? Mais après, je les ai connus après, mais pas pendant. Mais j'ai bien connu, quand je suis allé avec les réunions et avec Madame Perret, il y avait. Il y avait surtout. Bon, j'ai dit son nom tout de suite. Enfin, on l'appelait bénévole, mais c'était son surnom. Il y avait Bastou aussi, il y avait. En fait. Il y avait Tavert, bien sûr. Je l'abritais de temps en temps, il venait coucher à la maison. Mais Tavert, c'était aussi le fils d'un. Enfin, je le connaissais depuis longtemps. Et vous avez des souvenirs sur, par exemple, Robert Lemoyne et Albert Revaux? Pas du tout. Non. Non, les gens de ces bazars ne connaissaient pas non plus. Non, ils n'avaient rien à faire, rien à voir à ces. Je crois qu'ils étaient d'Orion, ou du moins qu'il y en avait un qui était d'Orion. Ouais, c'est des résistants. Oui, et je crois qu'ils ont été. Je ne sais pas. Leur histoire a dû commencer dans une école là, de Clermont, Oui, à Ferdinand Buisson. je crois. Et alors, je ne sais pas comment. Ils ne peuvent pas y être allés seuls de Ferdinand Buisson à l'endroit où ils sont tombés, étant blessés. Oui. Enfin, j'ai leur histoire. Et peut-être que si. Non, mais Albert Revaux, c'est les Allemands qui l'ont emmené, après l'avoir torturé, puis ils ont roulé dessus avec un camion, C'est pour possible. faire croire que c'était un accident de circulation. Et Robert Lemoyne, il s'était échappé, il était blessé, s'était échappé de Ferdinand Buisson. Les Allemands l'ont rattrapé à cet endroit, puis ils l'ont tué, quoi. Albert, merci pour vos renseignements et vos souvenirs.